tout comme le fut un autre barrage lors de sa mise en marche. En 1955, 3 ans après Tignes, la France décide de construire un barrage encore plus grand, encore plus puissant. Les ingénieurs vont repousser toutes les limites. Roseland, en Savoie, est un monstre de béton et de technologie. Il va battre tous les records de taille et de puissance. Roseland, c'est un géant. On a coulé presque 1 million de mètres cubes de béton, 940 000 mètres cubes exactement. Aucun autre ouvrage de génie civil en France n'a nécessité une telle quantité de béton. Derrière le barrage de Roseland, un lac artificiel immense de 200 millions de mètres cubes d'eau. Pour le remplir, on fait appel à des mineurs. Ils creusent ainsi des tunnels au cœur des montagnes pour relier des cours d'eau et des lacs entre eux. 54 km de galeries pour acheminer toute cette eau vers nos réservoirs. La dernière galerie creusée fait-elle 15 km. Elle a pour objectif de faire s'écouler l'eau du barrage dans une usine hydroélectrique cachée dans la montagne. Ici, des turbines géantes avec des roues de 20 tonnes sont actionnées par la puissance de l'eau. L'eau, quand elle sort de l'injecteur, elle est à plus de 500 km/h. Et le but, c'est d'amener la roue à 428 tours minute. Grâce à cet aménagement exceptionnel, le barrage de Roseland obtient un nouveau record de la production d'hydroélectricité avec 600 MW. C'est la centrale gravitaire la plus puissante de France. L'équivalent d'un réacteur nucléaire. Pour parvenir à cette construction de tous les records, les bâtisseurs sont aidés par un environnement exceptionnel. Le site, choisi pour élever un mur de béton, est unique en France. La gorge formée par 2 ensembles montagneux permet d'envisager de remplir une immense plaine derrière un barrage et de former un lac artificiel aux dimensions hors normes. Encore faut-il réussir à le remplir. Comment peut-on y déverser des millions de tonnes d'eau? La réponse, c'est la création d'un réseau tentaculaire caché dans la montagne. Il y a des captages qui ont été installés sur certains ruisseaux de cet aménagement. Et on va chercher l'eau assez loin, en Tarentaise. On est allé chercher l'eau très loin, très haut, pour pouvoir avoir le plus d'eau possible collectée qui arrive dans notre ouvrage. Pour alimenter ces mêmes cours d'eau, une richesse montagneuse exceptionnelle, avec des sommets à plus de 2000 mètres. Tout cet enneigement, à un moment donné, va fondre, va alimenter les différents ruisseaux de Roseland. Et c'est ce qui va nous servir à remplir le barrage de Roseland. Pour établir une connexion entre une quinzaine de prises d'eau, les mineurs creusent dans les montagnes un véritable réseau de galeries et de tunnels. Rien n'est visible en extérieur, mais en profondeur, au cœur des rochers, c'est un vrai labyrinthe. L'objectif est de rassembler les eaux d'une quinzaine de ruisseaux et de rivières de la région de manière à tout collecter dans le grand réservoir. L'ambition est de faire à la fin des années 50 le barrage hydroélectrique le plus puissant de France. Alors, pour que le réservoir soit toujours alimenté, les rivières et les ruisseaux demandent un complément. Mais quelle configuration permettrait d'obtenir un stock d'eau encore plus important? Les ingénieurs de Roseland ont une solution et elle est spectaculaire. Roseland, c'est en fait 3 barrages, car 2 autres, 2 vrais colosses, sont construits dans la même période. Roseland s'inscrit dans un réseau de barrages. Saint-Guérin est situé à 1550 mètres d'altitude. Ce barrage en voûte permet de bloquer 15 millions de mètres cubes d'eau. 70 mètres de hauteur, 250 mètres de longueur, avec un paysage de carte postale. C'est l'un des plus beaux barrages de France. L'autre ouvrage monumental est le barrage de la Gitase. Sa construction démarre juste après la mise en service de Roseland en 1963. Lui aussi en voûte,
ses dimensions sont légèrement inférieures au barrage de Saint-Guérin. Mais il contient à peu près le même stockage de 15 millions de litres d'eau. 1,6 km de galerie rejoint les deux lacs vers Roseland. L'ensemble de toutes les galeries représente 40 km percés dans les montagnes. C'est tout à fait énorme. On a du mal à se rendre compte du travail qui a été effectué à l'époque par les ouvriers qui ont fait ces constructions. Ces galeries font de 3 à 4 mètres de diamètre. Un nombre infime d'employés chez EDF connaissent leur véritable emplacement. Tout le travail qui a été fait en amont, ces galeries et tout, est invisible. À part les différents ouvrages, les différents plans d'eau qu'on voit, tout le reste est invisible. Pour réussir ce pari fou de ne pas transformer le paysage en réseau de tuyauterie géante, les ouvriers dans les années 50 creusent ainsi tout en profondeur dans la roche. C'était effectivement du travail de mineur, de faire ces galeries. C'est que du travail souterrain, à la lampe, dans la fumée, dans la poussière. Ouais, c'était du travail très, très dur physiquement. Un travail aussi dangereux, hein. On avait des taux d'accidents à l'époque qui sont heureusement pas ceux d'aujourd'hui, mais c'était un travail extrêmement difficile. Mais la phase la plus spectaculaire des travaux, c'est celle de l'édification du barrage de Roseland. Ce monstre de béton a la conception novatrice. Si le barrage de Roseland est célèbre, c'est notamment pour son esthétique. C'est à la fois un barrage à contrefort et un barrage-voûte. Une voûte parfaite dans ses lignes, épurée, semblant épouser le volume d'un immense ballon. À sa gauche, des soutènements impressionnants tels qu'on en retrouve dans les cathédrales au temps de l'architecture gothique. Ce mélange des genres crée une impression de jamais vue dans l'histoire des barrages. Et c'est le seul qui est comme ça. D'aucuns, effectivement, considèrent que ce barrage est le plus beau barrage de France. Et nous, en tant que Français, on aime bien dire que c'est le plus beau barrage du monde. Il a effectivement une forme exceptionnelle. Mais avant d'être esthétique, c'est une nécessité. Car si la gorge se resserre et permet d'envisager un barrage et un lac immense derrière lui, il faut que l'ouvrage soit exceptionnellement grand pour tenir la pression de l'eau sur une distance de 800 mètres. Une autre option aurait consisté à diminuer les proportions du barrage. Mais cela ne répondait pas à l'ambition de faire l'équipement le plus puissant en hydroélectricité de France. Si on n'avait que la voûte, on aurait finalement un petit barrage. Et le fait d'avoir ajouté ces contreforts de part et d'autre, on gagne énormément de capacité de stockage. Le barrage terminé promet de battre un record impressionnant. C'est un monstre de béton, hein. On est sur pas loin du million de mètres cubes de béton. Jamais un ouvrage d'art n'a accumulé autant de béton dans l'histoire. Et ce n'est pas la voûte qui en nécessite le plus, mais sur les côtés, où le matériau est très présent. Car l'eau, derrière la voûte, exerce une poussée légère, toute la pression se reportant sur les appuis aux falaises. C'est le principe de cette forme arrondie, répartir les poussées sur les extrémités. Il faut alors des soutènements massifs, des renforts jamais vus sur un barrage. Les contreforts sont présents pour permettre la reprise des efforts de poussée de l'eau sur le barrage et pour retransmettre ces efforts-là sur le terrain naturel. 32 contreforts sont ainsi positionnés sur la roche dure pour une stabilisation parfaite. Mais une donnée inquiète les spécialistes, c'est la géologie. La plupart des accidents de rupture de barrage ne sont pas dus à l'ouvrage, mais au désistement des roches soudain. Lorsqu'un côté de la montagne s'affaisse, alors l'eau s'engouffre massivement et finit par tout détruire, emportant tout sur son passage. Alors comment réussir à consolider le béton de l'ouvrage dans la montagne? La réponse est à la mesure de l'immense barrage, avec un réseau souterrain de centaines de tubes. On vient injecter sous pression des produits étanches, hein, ça peut être du ciment, ça peut être d'autres produits, de manière à venir colmater et limiter les fuites et les venues d'eau dans la fondation, dans le barrage. C'est plusieurs dizaines de kilomètres de trous qui sont forés pour pouvoir assurer l'étanchéité de la montagne. On emploie le terme rideau, mais effectivement, c'est vraiment
C'est vraiment très dense, hein. C'est des tuyaux tous les 2-3 mètres qui peuvent faire jusqu'à 100 mètres de profondeur et qui sont injectés sous pression de manière à vraiment étancher la montagne. Ces tubes de béton sont là aussi invisibles du grand public, mais ont nécessité plusieurs mois de travaux pour les ouvriers. La construction du barrage peut ainsi démarrer avec du béton coulé sur place, en forme pyramidale. Sur sa base, le barrage fait 22 mètres de largeur. Sur sa crête, il ne fait plus que 3 mètres. À l'intérieur, des galeries pour la surveillance. Les agents d'EDF peuvent s'assurer ainsi que la pression du lac ne fait entrer qu'une infime partie de l'eau dans les structures. Un phénomène classique pour un barrage, ces ouvrages ne pouvant pas être totalement étanches. On rentre dans le corps du barrage et on voit si le drainage est correct ou pas. L'eau circule dans les galeries 24 heures sur 24 et ne représente à ce niveau de débit aucune inquiétude. Autre phénomène inspecté, les fissures. Votre maison, votre appartement a des micro-fissures et les barrages, comme toutes les structures de génie civil, ont des fissures. Et ces fissures, justement, sont suivies, elles sont sculptées, elles sont surveillées. Elles respirent en fonction de la température, de la saison, en fonction du remplissage, ces fissures respirent. Mais la masse de béton est telle que c'est un rempart infranchissable qui se dresse dans cette gorge. Et 5 ans après le début des travaux, c'est le moment de remplir le lac. Le cours d'eau qui s'engouffrait au fond de la gorge est ainsi bloqué par un dernier bloc de béton. Il est la dernière pièce de l'ouvrage. En 1960 commence le remplissage du lac. 2 ans plus tard, le barrage est fonctionnel pour démarrer la production d'électricité. Même s'il faudra attendre de longues années pour que le lac soit entièrement rempli. La mise en eau complète, donc les 187 millions de mètres cubes, ont été vues en 1977. Dès que l'eau est suffisamment présente derrière le barrage, alors il est possible de mettre en marche la production électrique, avec une nouvelle étape essentielle. Acheminer l'eau vers une usine en la faisant chuter le plus lourdement possible. L'autre intérêt du barrage de Roseland, c'est également sa proximité avec la ville d'Albertville, qui finalement, à vol d'oiseau, est à peu près 10 km, avec plus de 1200 mètres de chute. Donc on a un rapport entre la distance à parcourir et la hauteur de chute qu'on peut turbiner absolument exceptionnel. Une ouverture dans le barrage, côté lac, constitue le point de départ de cette chute d'eau. Cette brèche dans l'ouvrage est totalement invisible. On ne la voit pas, elle est sous l'eau, elle est toujours immergée. Et donc il y a un grand panneau de grilles, donc on a des grilles en acier assez fines, donc pour éviter qu'il y ait par exemple des arbres ou des végétaux, des cailloux qui puissent être emportés. Et c'est une galerie gigantesque qui fait la jonction entre la prise d'eau et l'usine de la bâtie. L'eau donc va circuler dans la galerie principale qui fait 4 mètres de diamètre et qui fait 12 km de long. Le tunnel est en béton armé sur plus de 90% du parcours. Le pourcentage de descente est faible, mais la quantité d'eau est immense. Cela nécessite une structure sur les parois rocheuses de la galerie. Puis l'eau va ensuite brusquement accélérer avec une chute gigantesque sur plus d'1 kilomètre. La deuxième partie qui plonge vers la vallée, elle, est en acier pour résister à la pression. Car cette chute-là est très brutale. La pente est de 40% et sa hauteur est phénoménale, 1200 mètres. 4 tours Eiffel plus bas, on a l'usine de la bâtie qui reçoit les eaux du barrage de Roseland et de la Gitaz et de Saint-Guérin. La bâtie. C'est ici que la production d'électricité se déroule. Un bâtiment anodin en extérieur, mais qui cache une véritable cathédrale de béton au cœur de la montagne. Une usine dernier cri où les turbines géantes de 1960 ont toutes été remplacées par les technologies les plus récentes. Des roues de type Pelton qui, en tournant, dégagent une production électrique. Ces pièces sont uniques en France, comme ces robinets. Ils sont usinés à la perfection pour encaisser la brutalité de l'eau arrivant depuis le barrage, soit 12 km de pente.
c'est comme s'il y avait 1000 tonnes qui s'appliquaient et qui appuyaient sur le robinet sphérique. Donc voilà, il faut des pièces massives, des pièces robustes pour résister à ces efforts de pression. À l'intérieur de ces robinets qui sont doublés pour plus de sécurité, il n'y a pas de joint d'étanchéité. Aucun plastique ou caoutchouc ne supporterait la pression. On a des dispositifs qui sont intégrés dans la conception du robinet et qui permettent d'avoir une étanchéité métal-métal et avec 120 bars de pression d'un côté, on a 0 fuite de l'autre. Ces robinets de 40 tonnes permettent de gérer l'arrivée d'eau. Et quand ils sont ouverts, alors c'est un ouragan qui déferle dans les roues des turbines. Une eau qui atteint les 525 km/h en entrant dans les 2 injecteurs, positionnés devant les pales des turbines. On va avoir un jet bâton d'à peu près 20 cm de diamètre qui va partir, qui va aller frapper la roue. Les roues pèsent une vingtaine de tonnes. Il faut 10 000 litres d'eau par seconde sortant des injecteurs pour parvenir à leur rotation. Elles tournent à 428 tours par minute. Une performance exceptionnelle dans une chambre entièrement blindée. Là, les conditions à l'intérieur de cette ancienne turbine sont dingues. Hein. Vous imaginez le Karcher et la machine à laver que c'est là-bas dedans. Donc oui, quand le groupe est en fonctionnement, il est impossible pour un humain ou même du matériel à rester à l'intérieur de l'enceinte. Sur les côtés des injecteurs, des pièces de métal massives. Ce sont les déflecteurs. Ils peuvent se décaler devant les injecteurs lorsqu'il y a besoin d'arrêter la rotation de la roue plus rapidement que prévu. Dès qu'une vibration représente un danger pour la structure, le déflecteur dévie alors le jet d'eau sur une paroi. Entre le moment où on décide d'arrêter la machine et son arrêt complet, il se passe une grosse trentaine de minutes. La roue a une inertie énorme qui fait que cet arrêt est long. L'eau turbinée termine en dessous de la roue et va suivre un conduit qui l'emmène en dehors de l'usine sur 1 km. Mais les quantités sont telles que les ingénieurs sont confrontés à un problème. Comment rejeter des milliers de litres par seconde dans l'Isère sans créer un raz de marée? La réponse est apportée avec la création d'un bassin à quelques dizaines de mètres de l'usine. Il va nous permettre de pouvoir démarrer la centrale à pleine puissance si les besoins du réseau le nécessitent. Et au lieu de renvoyer toute cette quantité d'eau d'un coup dans l'Isère, on va stocker une partie dans ce qu'on appelle un bassin de démodulation. Si ce bassin d'amortissement n'était pas là, le niveau de l'Isère monterait d'une manière plus importante et ne laisserait pas le temps aux personnes de pouvoir se mettre en sécurité sur les berges. Cette évacuation permet de ne pas se préoccuper d'un démarrage instantané des groupes électriques. Et c'est essentiel. Ils sont sollicités près de 3000 fois par an. Chaque machine va démarrer et s'arrêter 500 fois dans une seule année. Un rendement extrême des roues, mais aussi de l'alternateur qui se trouve au-dessus. Car si les pales du groupe sont dans les étages inférieurs, c'est un immeuble de machinerie qui se dresse au-dessus pour produire de l'électricité. On est sur un peu plus de 10 mètres de longueur d'arbre entre la roue et le haut de la machine. Le rotor tourne ainsi dans le stator, une pièce colossale de 130 tonnes, soit le poids de plus d'une centaine de voitures citadines les unes sur les autres. Grâce aux pièces magnétiques, les forces liquides et mécaniques se transforment en une énergie presque instantanément. L'électricité qui est produite au niveau de l'alternateur ressorte par ce qu'on appelle des jeux de barres. Donc ce sont des grosses pièces en cuivre et qui vont permettre d'acheminer cette électricité-là à l'entrée du transformateur. À l'intérieur de ces 8 blocs géants, de l'huile et des bobinages, mais aussi des circuits de refroidissement. Car c'est l'une des difficultés dans les secteurs de production. Il faut pouvoir contrôler la chaleur dégagée sous peine de panne rapide. Et là aussi, l'eau des montagnes est une source exceptionnelle. Une fois que l'eau a été turbinée, on a des pompes situées dans notre canal de fuite qui vont permettre de remonter cette eau dans un bassin tampon situé quelques dizaines de mètres au-dessus de la centrale. Au dernier étage de l'usine, c'est une piscine olympique qui se cache, entourée du massif rocheux de la montagne. Cette eau stagne à une température de 7 degrés. Elle redescend lentement avec la gravité dans des conduits
et dans les machines sensibles de l'usine. Elle permet d'aller refroidir via des échangeurs des pièces comme le transformateur, des paliers turbines et des paliers alternateurs. L'utilisation de l'eau déjà turbinée pour refroidir la centrale électrique est l'une des clés du fantastique rendement annuel. L'aménagement de la bâtie bat ainsi tous les records de productivité. 600 MW sont produits en moins de 13 minutes, soit l'équivalent de la consommation domestique de la Savoie sur une année. C'est autant qu'un réacteur nucléaire. C'est l'équivalent d'une ville de 450 000 habitants par an. Cette puissance phénoménale est contrôlée à distance. Tout est télécommandé depuis le centre de conduite hydraulique d'EDF à Lyon. Chacun des groupes étant démarré et stoppé 500 fois par an. C'est un atout gigantesque en comparaison des panneaux photovoltaïques ou de l'éolien, tributaires chacun de la météo. C'est le moyen de production le plus propre qui puisse exister en termes d'écologie. Voilà, c'est de l'énergie verte, c'est des grosses puissances engagées. Voilà, on est sur la Rolls de l'énergie. Si Roseland est une fabuleuse fabrique d'énergie verte, une autre méga structure pourrait lui ravir son titre. Et celle-ci a un avantage exceptionnel.